Bonjour tout le monde, c'est Yoz, comment allez-vous? Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 19 de la série. Alors Francis Holm, c'est un tueur en série français qui est né en février 1959 à Metz. Il est surnommé le routard du crime car il a tué aux quatre coins de la France. Ses parents se sont mariés très jeunes. Alors il passera son enfance en Meurthe-et-Moselle dans une grande barre HLM, une barre HLM qui était entourée d'arbres. Cependant, il faut savoir qu'il vouait une adoration à sa mère. Presque, il la vénérait. Son père, lui, est un électricien rejeté par sa belle famille et ses enfants. Il vient d'Alsace et possède un accent très prononcé. Dans la famille, on le surnommait le Boche. Mais le vrai problème, c'est qu'il est violent avec sa femme et ses enfants. Il frappa surtout son jeune fils, Francis, jusqu'à l'âge de 17 ans et l'enferma régulièrement dans la cave. De plus, il ne pensait qu'à l'argent et aux femmes et dépensait une grande partie de son salaire dans les jeux d'argent et les boissons alcoolisées. Son père a donc participé à sa descente aux enfers car en plus de le frapper et de l'enfermer, il l'a descendu psychologiquement en lui rappelant à quel point il était différent et anormal. Francis Holm ne savait pas encore qu'il souffrait en réalité du syndrome Klinefelter, une anomalie génétique qui se traduit par la présence d'un gène sexuel féminin supplémentaire. Son anomalie lui donne de nombreux défauts. À l'âge adulte, Francis Holm ne possède aucun poil, ses organes génitaux sont minuscules et son QI est très en dessous de la moyenne. De plus, il ressemble à une femme dans ses gestes et mesure plus d'1m90, ce qui est une taille beaucoup plus imposante que les autres membres de sa famille. Il comprend alors qu'aucune femme ne s'intéressera jamais à lui et commence à l'adolescence à montrer des signes d'instabilité. Il deviendra alcoolique au dernier degré lors de son adolescence et commença à enterrer des animaux. Quand il ne s'en prend pas à des animaux, il s'en prend à lui-même. Il se fait vraiment beaucoup de mal, il s'automutile et se taillade le corps avec des tessons de bouteille. Il sera donc exempté du service militaire à cause de ses problèmes psychiatriques. Pendant une courte période, tout va aller un petit peu mieux chez lui. Ses problèmes psychologiques à ce moment-là semblent s'apaiser. La période à l'âge de 20 ans où il découvre le vélo, c'est la période aussi la plus heureuse de sa vie et il va parcourir des dizaines de kilomètres à travers la région. Mais 3 ans plus tard, à 25 ans, il fut totalement bouleversé par le décès de sa mère, Nicole Holm, et se jeta sur son cercueil en hurlant lors de l'enterrement. Il tenta par la suite à de nombreuses reprises de se suicider à cause du décès de sa mère, mais son père ne prit pas les tentatives de son fils au sérieux. Francis sera alors renvoyé de son emploi de maçon quelques jours plus tard. Il commet finalement son premier meurtre le 5 novembre 1984, 3 semaines après la mort de sa mère. Alors avec un complice, il va étrangler et égorger Lionel Gineste, une jeune fille de 17 ans qui travaillait dans une boulangerie. Pour lui, elle avait l'air d'une pute avec ses collants noirs. C'est l'unique raison pour laquelle il l'a tuée. Ainsi, à 26 ans, seul et sans argent, il quitta la maison familiale et partit en autostop afin de mener un voyage meurtrier qui allait durer 8 ans. De 1985 à 1993, il traversa plus de 37 départements et parcourut des distances impressionnantes à pied, en stop ou en train. Il se rendit également dans d'innombrables gendarmeries ou hôpitaux pour se plaindre d'agressions imaginaires. Il sera également interné plusieurs fois dans des institutions psychiatriques à sa propre demande et avoua ses meurtres à plusieurs reprises et fut même diagnostiqué psychopathe, mais personne ne semblait s'intéresser à lui. Il séjourna également dans plusieurs refuges Emmaüs afin de ne pas dormir dehors et on remarque, d'après les registres de foyer signés, qu'il s'est déplacé dans toute la France. Il touchait le RMI durant ses années de vagabondage, profitait de cette paye pour boire et acheter encore plus d'alcool. Il trouva occasionnellement des petits boulots de ferrailleur ou de maçon et rencontra parfois des personnages violents et très peu recommandables avec qui il se lia durant un laps de temps plus ou moins court. En 1986, 2 enfants sont tués alors qu'il travaillait pour l'entreprise CTBE à seulement 400 mètres de la scène de crime. Il avoua seulement avoir vu ses enfants et dira même qu'ils lui ont jeté des pierres lorsqu'ils l'ont vu passer en vélo. On va dire qu'il y a beaucoup d'indices qui le mettent en tort, Francis Holm. De 1, on remarque son mode opératoire, et de 2, on remarque également que les enfants n'ont pas été violés, mais que leur pantalon est descendu.
On comprendra plus tard que Francis Holm, avec son micro-pénis, ne pouvait pas violer ses victimes, mais simplement les déshabiller pour se procurer du plaisir. En décembre 1986, avec 2 amis qu'il a rencontrés dans un centre de désintoxication de Metz, il va tuer Annick Maurice, une autostoppeuse de 26 ans. Le corps de la jeune femme sera retrouvé dans un bois, en avril 1987, dissimulé derrière un groupe d'arbres à 3 km du centre de désintoxication qu'il avait fréquenté. Le 5 avril 1989, en fin d'après-midi, Holmes s'échappa discrètement du centre psychiatrique qu'il occupait et enleva Joris Viville, un garçon belge de 9 ans. Il l'enlève dans un camping et le soir, il revient tranquillement au centre psychiatrique. Il était nerveux apparemment, même très angoissé, et il va annoncer une nouvelle fois au personnel médical qu'il venait de tuer quelqu'un à Port-Antibes. On ne le prit malheureusement pas au sérieux. Aucun membre du centre psychiatrique ne contactera la police et tous se retranchèrent derrière le secret médical. Le corps nu du jeune garçon sera retrouvé 17 jours plus tard caché derrière une citerne. Le jeune garçon avait été étranglé et poignardé avec un tournevis à 83 reprises. Un mois plus tard, un dimanche, il vit une femme nue sur une plage près de Brest. Dans une rage extrême, il la poignarda, l'égorgea et l'éventra. 3 coups d'opinel seront fatals à la femme. La pauvre victime était en réalité Aline Pérez, une aide-soignante de 49 ans, qui fut découverte par des promeneurs peu de temps après le meurtre. Le gendarme, Jean-François Abgral, chargé de l'affaire, eut la conviction que ce crime brutal et précis était l'œuvre d'un tueur en série ayant de l'expérience. Et il va vraiment le traquer à travers toute la France, et c'est grâce à lui qu'on va arrêter Francis Holm. Alors bien sûr, le meurtre d'Aline Pérez, c'était un crime gratuit et non prémédité. De plus, la plage était remplie à l'heure du meurtre, mais malheureusement, la victime se trouvait dans un endroit isolé. Ce coin de plage était fréquenté par des toxicomanes et des marginaux, qui furent bien sûr interrogés. Les gendarmes apprirent que de nombreux SDF fréquentaient le centre Emmaüs local. Ils s'y rendirent et apprirent que la plupart de ces SDF avaient quitté le centre pour ne pas avoir affaire à la police. Le 19 juin, Abgral fut appelé par des collègues de la gendarmerie qui venaient d'interpeller l'un des marginaux du centre Emmaüs de Brest, un dénommé Francis Holm. Ce dernier était très tendu et très stressé. Il se comportait bizarrement. Francis Holm, c'est un tueur qui n'arrive pas à garder son sang-froid devant les policiers. Il serra à peine la main aux gendarmes. Abgral ressentit immédiatement la violence de cet homme. Holm affirma ensuite qu'il avait fait l'armée et expliqua la technique à utiliser pour tuer une sentinelle, en lui donnant un coup de couteau dans le cou, puis le cœur, puis les reins. Et c'est justement de cette manière qu'Aline Pérez avait été assassinée. Abgral se demanda si Holm ne venait tout simplement pas d'avouer le meurtre. Malheureusement, Holm avait un excellent alibi. À l'heure du meurtre, il était dans un service de cardiologie à 80 km de là, où une infirmière avait d'ailleurs pris sa température. Abgral dut donc le relâcher et Holm disparut dans la nature. Jean-François Abgral continua pourtant son enquête avec détermination, contre l'avis de ses supérieurs. Il décida de trouver un autre SDF avec lequel Holm disait avoir passé du temps à Brest, avant le meurtre. Il apprit rapidement que Holm avait menti au moins 2 fois. Il n'avait jamais fait l'armée et l'autre SDF n'avait jamais mis les pieds à la communauté Emmaüs. On remarquera également que la presse n'avait pas révélé avec précision la nature des coups portés à Aline Pérez. Holm, lui, avait décrit à lui seul exactement le bon mode opératoire. Troublé encore une fois, Abgral se rendit alors à l'hôpital de Quimper pour vérifier l'alibi de Francis Holm. Là, il découvrit finalement que lorsqu'un patient était absent de l'hôpital, l'infirmière de garde notait tout simplement la température du thermomètre posé sur sa table de nuit. Donc le patient, en gros, n'avait pas besoin d'être forcément présent pour que l'infirmière prenne sa température. L'alibi tombait donc à l'eau. En août, Abgral poursuivit seul son enquête et se rendit au service technique de recherche judiciaire de Rosny-sous-Bois et chercha à en savoir plus sur le parcours de Francis Holm. Il apprit que la brigade de recherche d'Avignon enquêtait aussi sur lui. Abgral se rendit aussi dans le Vaucluse où le chef de brigade lui expliqua son affaire. Un ancien légionnaire et agriculteur de 60 ans avait été retrouvé dans des broussailles.
le crâne fracassé à coups de pierre et sans pantalon. Le corps était d'ailleurs étendu non loin d'un centre Emmaüs. Le meurtre était extrêmement violent et ressemblait en tout point à celui d'Aline Pérez. Toujours libre, le 7 mai 1991, Holm fera la connaissance de Michel Guillaume, un jeune homme de 19 ans, et de sa cousine Laurence Guillaume, âgée de 14 ans. Après la fête, Laurence repartit chez elle en cyclomoteur. Holm et Michel la suivirent en voiture afin de lui éclairer la route avec les phares. Dans la voiture, Holm discuta avec Michel et lui annonça que sa cousine était belle et qu'il aimerait la baiser. Michel Guillaume avoua que lui aussi aurait aimé faire l'amour avec sa cousine. Ils la rattrapèrent alors et la renversèrent, puis la forcèrent à monter dans la voiture et l'emmenèrent 10 km plus loin. Ils vont l'emmener dans un champ de maïs. Francis Holm maintenut Laurence par le cou avec un couteau et ordonna à Michel de la violer, mais le jeune homme en était finalement incapable. Holm s'éloigna alors avec l'adolescente et le lendemain, un jeune enfant découvrit le corps de Laurence Guillaume, dénudé et égorgé. Lors d'une nuit de janvier 1992, Francis Holm réalisa son dernier meurtre. Il tua Jean Rémy, un homme de 65 ans qui était devenu dépressif après la mort de son épouse. Il s'était endormi dans le train de Boulogne-sur-Mer et ne savait pas où aller. Il rencontra alors un vagabond qui marchait dans la nuit. Il discuta avec un moment, puis soudainement, le vagabond nommé Francis Holm le poignarda. Le 7 janvier 1992, Abgral se rendit en Alsace avec un collègue. Abgral lui demanda ce qu'il avait fait depuis. Holm provoqua de nouveau Abgral en affirmant aimer les situations de guerre, les scènes de combat rapprochées et les poignards. Il dira même s'être allongé sur une plage un jour avant Noël et avoir rêvé d'une femme assassinée au couteau. Puis il avoue enfin le meurtre d'Aline Pérez, qu'il avait auparavant toujours nié. Et le jour même, c'est-à-dire le 7 janvier 1992, Abgral lui passa les menottes. Les enquêteurs auront par la suite beaucoup de difficultés à confirmer d'autres crimes, car les actes sont perpétrés sans aucune raison ni aucun mobile par une personne qui ne cesse de changer d'endroit. De plus, il existe une mauvaise coordination entre les différents services de police lors de cette affaire. Finalement, c'est Jean-François Abgral à lui seul qui va réussir à remonter le fil des meurtres et à condamner l'un des pires tueurs en série de l'histoire de la France pour d'autres assassinats. Ses victimes étaient aussi bien des hommes que des femmes, parfois des enfants ou même des vieillards qu'il croisait dans la journée ou dans la nuit et qu'il tuait impulsivement. Souvent, il agissait seul et avait aussi une grande dose d'alcool dans le sang. Les meurtres avaient souvent une motivation sexuelle, bien qu'il était impuissant. Il ne violait donc pas ses victimes, mais pouvait se masturber sur les cadavres qu'il avait mutilés. Francis Holm est donc un tueur brutal qui a tué avec des modes opératoires très différents. Il a tué à coups de poing, à coups de pierre, à coups de couteau. Et lors des interrogatoires, en fait, il avait deux désirs, celui de parler pour se vanter de ses crimes, et celui de se taire pour échapper à la justice. Il réfléchissait pas et de l'autre, il réfléchissait. Donc au final, on remarquera qu'il a longuement été couvert par le secret médical, qu'il s'est réfugié dans des hôpitaux psychiatriques à maintes et maintes reprises. Il a été interné 85 fois en 5 ans. Alors pour plusieurs psychiatres et psychologues, Francis Holm est un psychotique irresponsable, alors que pour d'autres, c'est un psychopathe manipulateur qui prémédite ses meurtres. La police parviendra à prouver 9 meurtres, dont celui d'Aline Pérez, et même si on lui attribue près d'une quinzaine d'autres meurtres, il sera condamné pour seulement 6 d'entre eux à la réclusion criminelle à perpétuité. Condamné d'abord par la cour d'assises de Quimper en 1994, puis de Metz en 1995, puis de Draguignan en 1997, puis de Saint-Omer en 1999, puis de Nancy en 2002, et enfin celle de Reims en 2004. Voilà, c'était l'épisode numéro 19 sur Francis Holm, le routard du crime, serial murder 19. Moi je vous laisse, c'était Hughes. Je vous souhaite une bonne continuation, faites très attention à vous, vous pouvez voir que les fous ne sont pas loin. Une très bonne nuit tout le monde, ciao.